Welcome, bonjour et bienvenue dans Language Explorers, où nous partageons la magie des langues et des émotions. Je suis Stacey Marie et dans chaque épisode, nous explorons les liens émotionnels et personnels que nous avons avec les langues que nous parlons et comment cela influence notre façon de penser et d'agir. Curious? Great, let's go! Aujourd'hui, je suis ravie de partager une conversation inspirante qui pourra vous ouvrir l'esprit à de nouvelles perspectives. Puisque mon invitée, Lydia, adore la langue française, nous parlerons surtout dans cette langue de l'amour et un peu d'anglais quand nous en avons l'élan, envie ou besoin. Notre conversation a lieu en plusieurs épisodes comme une mini-série. Si vous avez envie de suivre nos podcasts, surtout en anglais, vous pouvez écouter notre deuxième mini-série avec Isabelle. Isabelle is a native French speaker and she loves the English language. Que nous parlions anglais ou français, chaque conversation est une occasion d'apprendre, de grandir, de partager et de s'amuser. Today, we're diving into a story about love. Love for the French language and culture. As you listen to Lydia, I encourage you to think about your own journey. Is there a language or culture that has captivated you? What attracted you, and how has it influenced your life? Lydia will share how her fascination with French started in her school days and evolved over time, and how it became deeply connected to her emotions and identity. Let's begin. Switching back to French now. Bienvenue à Lydia et aussi à nos auditeurs pour ce prochain épisode avec Lydia que j'appelle l'attrait culturel. Merci Lydia pour ta présence encore aujourd'hui. Je suis ravie de te revoir. Bonjour Stacy et merci pour l'invitation. Au plaisir de partager des choses avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ton attirance pour la langue et la culture française. Et nous allons donc plonger dans les sensations et les émotions que le français évoque pour toi, Lydia, et comment ça a influencé ton parcours linguistique. Lydia, est-ce que tu veux bien nous dire comment tu décrirais ton attirance pour la langue et la culture française? C'était une belle évolution dans le temps. J'ai commencé par les manuels de civilisation française où je devais apprendre des textes par cœur, par l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, des petits comme ça avec des textes adaptés et des images en noir et blanc. Et jusqu'à ce que je vois tous ces objets, tous ces monuments et ces endroits que j'ai connus déjà d'une façon très basique dans les manuels de français et que je les revois en réalité, je les visualise, je les passe par moi-même et, pour que je retienne ce que je veux de ces expériences et de ces endroits. Je fais appel à mon voyage à Paris où je me suis mis l'objectif de visiter tout, de toucher tout pour clôturer la boucle et faire des connexions avec la théorie dans laquelle j'ai pas mal vécu. Donc, si je passe par ces étapes et que j'approfondis un petit peu, ma relation avec la culture française, avec la francophonie en général, Mhm. a grandi dans le temps et ça a commencé par des choses assez classiques, assez plates. Je parle des chansons je, je vais éviter de donner des noms ou des films ou des acteurs qui ont tout le mérite d'être des figures importantes sur le marché des médias français, C'est toi mais qui qui dis est ça. quand même daté. Mhm. Et
Ça a été un déclic du point de vue linguistique, langage, vocabulaire, sonorité, mais c'était pas suffisant. Et Mhm. avec l'Internet, avec le contact avec des Français natifs, avec le contact avec la médiathèque où j'ai eu accès à d'autres matériels, d'autres productions, la relation avec la culture française a évolué, a pris d'autres formes. Après, quand j'ai eu un contact illimité à des films en français, Mhm. film apparu dans le présent avec des acteurs réels, vivants, des informations assez actualisées, un forum où on discute telle ou telle performance de telle ou telle actrice ou de tel ou tel concert de mon actrice préférée, par exemple. C'était tout différent parce que j'ai Mhm. pu partager d'autres avis, j'ai pu m'inspirer d'autres histoires, j'ai écouté des interviews de mes stars préférées Mhm. et ça a été plus riche, plus profond, plus diversifié et c'était comme si je me connectais d'une façon plus forte avec un message culturel. Pas un message culturel, mais avec un élément culturel, disons. Mhm. Mhm. Mais sinon, si j'essaie de résumer, je sais que j'ai un petit peu dispersé dans ma réponse. Si je synthétise, je pense qu'il y a euh, des chansons en français qui ont été porteurs de messages très forts à un moment donné de ma vie et que je vais porter avec moi toute ma vie. Idem pour des films en français, des livres en français, des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans les rues ou dans les conversations avec les Français. Ce sont des situations banales, quotidiennes, des choses plutôt prévisibles. Mais quand on parle d'une expérience culturelle, c'est plus signifiant, c'est plus fort et c'est plus porteur de messages, si je peux dire. Mhm. Ouais, j'entends que c'était. C'est un peu ça. Et c'est valable pour le français principalement. En roumain, c'est différent. En anglais, c'est différent. Qu'est-ce qui fait, Ce sont des effets différents. c'est quoi la différence pour toi? Qu'est-ce qui fait que le français il est différent pour toi? C'était comme si tu as 10 pommes. 10 pommes, oui, je resterai sur pommes comme exemple, Mhm. qui ont des couleurs et des textures différentes. Et tu le Mhm. sais. Mais tu comprends quelle est la différence et tu complètes cette différence dont tu es consciente quand tu mords de cette Ah, pomme. Donc, toutes les pommes, elles sont différentes par défaut, mais quand tu les goûtes et tu as une sensation gustative, ça complète l'image et ça donne un élément supplémentaire à la conception ou à l'idée ok. que tu te fais de cette pomme. Et la pomme française, elle a quel goût C'est très, pour très toi? sucré, très Mhm. juteux et très croquant. Croquante. Oui. Et elle ressemble à quoi? Elle est verte et rouge en même temps. Et elle a des rayures, tu vois. C'est Mhm. pas des couleurs à 100% isolées. C'est pas mi-rouge, mi-vert, mais c'est entremêlé. Mhm. C'est comme ça que je la vois. Ma pomme française. Je comprends qu'elle est différente des autres et elle a des particularités qui la rendent spéciale pour toi. Mhm. Oui. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit retour en arrière au moment où tu t'es rendu compte que tu pouvais t'exprimer en français? Je pense qu'à ce moment-là, c'était peut-être goûter à la pomme pour la première fois. Comment ça t'a affecté émotionnellement, les sensations? C'était comme si j'avais euh, escaladé une montagne ou passé un nage, une rivière, ou quelque chose de très fort physiquement. Et j'étais très fière de pouvoir faire ça. J'ai eu la chance de ne pas avoir des bâtons ou des critiques ou des personnes ou des éléments qui auraient pu
me décourager ou me montrer ce que je fais mal parce que Mm. j'avais pas de francophone dans mon entourage. C'était le seul, la seule personne qui parlait français mieux que moi, c'était ma prof et qui était ou pas en ma compagnie quand je parlais français. Donc, j'avais pas de juge. Mm. Et c'était waouh, mais m'entendre parler en français, savoir que mon message est bien perçu, il est bien atterri de l'autre côté, et qu'on a bien compris ce que je disais et Mm. que je comprends à mon tour ce que les autres disent en français. Et je parlais des conversations avec des Français natifs. Mm. Et c'était waouh, je peux faire ça. Et c'était très fort à nouveau. Mm. Ouais. Là, tu viens de tirer un autre fil qu'on pourrait explorer plus tard. Quand tu dis que tu n'avais pas de critiques, je me demandais avec qui tu parlais, mais on pourrait peut-être en parler une autre fois. Si on reste sur cette question des sensations, des émotions que tu peux éprouver en croquant la pomme française, comment que tu pourrais décrire comment tu te sens quand tu parles français et surtout comment c'est différent de ta langue maternelle? Je peux pas négliger les associations qui ont une provenance sociale. Je m'explique. Euh, Ma langue maternelle était parlée dans un cadre post-soviétique très conservateur, pauvreté, manque de beauté, manque de féminité, pourquoi pas. Donc un cadre assez limité, assez noir et blanc, avec beaucoup de tristesse et tout ça. De notre côté, je parle en français. Je suis en contact avec des gens qui portent des habits colorés, qui ont les cheveux comme ça, qui sont naturels, qui n'appliquent pas de maquillage, qui portent des cartables en cuir, des Mhm. cartables de dizaines d'années, mais ils les portent et ils le portent avec style. La médiathèque, par exemple, qui avait tous les livres étaient nouveaux, peu de livres d'occasion, mais même avec les livres d'occasion, c'était un contact avec quelque chose de plus riche, plus soigné, plus déco, plus artistique, je sais pas. Et quand je parlais en français, c'était comme si je me transposais dans le monde coloré, euh, jovial, décontracté, sans limite, sans censure, sans tristesse, sans pauvreté. C'est pour ça que ça me procurait beaucoup de plaisir de parler en français. J'étais dans mon propre monde, Mhm. mais en parlant français, je me sentais différemment parce que j'avais accès à un petit monde différent. Mhm. Ah ouais, ouais, en t'écoutant, on entend bien que c'est pas qu'une question de langue. La langue, elle est vraiment liée à l'histoire, à la culture et au vécu que tu peux avoir dans ces espaces-là et comment ça peut t'affecter. Peut-être qu'une autre fois, je pourrais parler du mien. Plus, je vois vraiment le contraste. J'ai perçu la France et les Français et la culture française d'une manière tellement différente de la tienne. C'est aussi normal. Moi, je viens de notre culture aussi. Et c'était lié aussi à ma propre vécu. Quelle relation affective, émotionnelle j'avais avec ma propre culture à moi et comment mon expérience était différente. Donc, ça m'a intéressé de voir ce contraste-là. Et en même temps, toutes les deux, aujourd'hui, nous parlons français ensemble et, et ça nous permet de nous connecter et de partager ces histoires et de comprendre un peu nos vécus toutes les deux. Est-ce que tu veux bien partager ton expérience maintenant en tant que guide en français dans une église? Celle-ci, je C'était l'ai tout connue déjà et ça m'a touchée. Et donc, de raconter un peu l'histoire et parler de comment ça t'a affecté dans ta vie. Oui, c'était toute une aventure. Si je me rappelle, j'ai encore le trac et euh, l'émotion que j'ai vécue là, à ce moment-là. À nouveau, c'était ma prof qui est venue vers moi avec la proposition de guider ou d'être guide pour des Français, des professeurs français qui visitaient notre lycée.
Et notre lycée était tout juste à côté de cette église médiévale. Et euh, ma prof, elle m'a proposé d'être guide dans cette église, ce qui signifiait que je devais parler en français. J'avais un français assez rudimentaire à ce moment-là. Parler d'une église que j'ai jamais visitée, être guide sur des sujets que je ne maîtrisais pas du tout. Mhm. Et le seul support que j'avais, c'était un livre sur cette église-là, un roman que j'ai pu emprunter de l'école de notre lycée. Le délai, c'était le lendemain. Donc, j'avais le livre, j'avais euh, les temps après les classes. Et le lendemain, pendant les classes, c'était vers midi, j'ai dû faire cette présentation de cette église. Comme d'habitude, j'ai accepté le défi. Je me suis acharnée à le faire aussi bien que je pouvais. Je pouvais pas refuser ça. Euh, mais en même temps, je savais que le sujet me dépassait et que parler en français, apprendre un texte par cœur, montrer des choses que j'ai jamais vues, j'étais consciente que c'était pas tout à fait faisable, mais j'ai dit, je dois le faire. Mhm. Tout s'est bien passé. Je me suis préparée chez moi. Je sais pas si j'ai dormi cette nuit-là, mais avec des émotions mixtes et une anticipation assez terrifiante pour moi. N'en parlons pas du fait que j'avais peur de parler en public à des gens que j'avais jamais vus. Bon, tout ça s'est mélangé dans un truc assez paradoxal parce que c'était terrifiant, mais je pouvais pas renoncer. Je voulais continuer. Cette énergie-là m'a aidé jusqu'au bout. Donc, finalement, tout s'est bien passé. Mhm. Euh, j'ai présenté cette église aussi bien que j'ai pu. J'ai montré des choses sur les murs. J'ai essayé d'associer ce que je voyais sur les murs avec ce que j'avais vu dans le livre, etc. J'activais mon français autant que je pouvais avec le souci de grassiller, de faire les accords, ne pas oublier le féminin ou l'accord du participe passé, des choses comme ça. Mais j'ai été activée sur tous les plans possibles. Mhm. J'avais le regard de ma prof qui m'encourageait et qui me souriait, donc tout se passait bien, tout va bien, personne ne va pas s'évanouir. Et ça me donnait du courage, bien sûr. Mais je pense que les Français qui visitaient l'église étaient tout à fait réalistes et raisonnables et comprenaient que c'était juste une lycéenne qui parlait un peu mieux le français que les autres. C'était pas un guide spécialisé. La cerise sur le gâteau, c'était le moment où euh, un monsieur, il y avait trois personnes, je pense, un monsieur et deux dames, et ce monsieur-là m'a offert de l'argent pour ce service. Mhm. Et c'était très inattendu et je savais pas comment je devais le prendre. Je sentais que je ne mérite pas cet argent-là parce que c'était le temps de mes études. Je devais un service à ma prof. Je vais avoir une bonne note peut-être, mais pas de l'argent. Euh, J'étais terrifiée de prendre cet argent-là, c'est que tout le monde pouvait le voir. Bon, plein de choses se sont activées dans ma tête d'enfant. Mais premièrement, je pouvais pas reconnaître le fait que j'ai travaillé pendant pas mal de temps. J'ai appris des choses par cœur. J'ai épuisé toutes mes ressources émotionnelles. Je sais Mhm. plus ce que mon cerveau me disait à ce moment-là. Et quelle injure il me jetait. Je me suis exposée au maximum et c'est normal d'avoir une récompense ou je sais pas, un remerciement sous forme Mhm. d'argent pour Mhm. tous ces efforts-là. J'étais pas capable de faire cette connexion. Je pouvais pas accepter ça. Mhm. Et
toujours avec l'encouragement de ma prof, OK, bon, je le prends. C'est 50 lei, je pense, une somme énorme pour moi. Et c'était la première fois que j'ai pu rendre service et être payée pour ce service. Donc, c'était un autre moment fort que j'ai retiré de cette expérience. Mm. Merci Dia pour ce partage. J'entends quand tu racontes des émotions très fortes et c'est quelque chose qui peut arriver quand on parle des langues, quand on ose s'exposer. Celle-ci, elle était particulièrement puissante avec le contexte dans lequel tu étais, avec toutes les zones connues que tu avais. Et c'était vraiment très osé. Donc, voilà, c'est des expériences fortes qui peuvent soit aider pour se sentir plus à l'aise avec la langue et être encore plus attiré. Ou peut-être que c'est des choses qui peuvent être vécues comme plus négatives et par la suite, on pourrait être plus réticent à oser une prochaine fois. Pour toi, celle-ci, elle a provoqué beaucoup d'émotions, mais en matière de réponse par la suite, comment ça t'a affecté, tu dirais, en 2 mots? C'est- J'étais super fière de moi-même et je reviens à ma phrase, je suis pas Lydia si je le fais pas. Donc, Mm, c'est encore un exploit, entre guillemets, que j'ai fait vis-à-vis de moi-même et ça m'a mm, donné plus de courage et plus de confiance dans ce que je peux faire. Des choses que je peux décliner, dans d'autres situations. mm, Mais surtout en français, tu vois. Avec le ouais. français, j'avais plus d'audace, je m'exprimais avec plus de, euh, je sais pas, boldness Mhm. pendant les cours de français. Mhm. Et je suis Lydia, j'ai présenté l'église. Comment un texte en français, on le fait. Une poésie en français. Oh. Toutes ces autres expériences qui ont suivi, Mhm. euh, des expériences liées avec la matière, Mhm. étaient des choses pas futiles, mais c'était mineur Mhm. Mhm. en termes de d'émotion et de trac. Mhm. Et j'entends que c'était une grande découverte en expérience et de toi-même. Ok. Oui, mais Mhm. Alors, nous allons clore cette séance pour aujourd'hui. Je te remercie encore du fond du cœur parce que quand tu racontes tes histoires, j'ai un peu l'impression d'être un petit enfant de 5 ans ou de 6 ans qui dit, vas-y, raconte-moi encore une histoire, encore une. Je sais pas, moi, je trouve ça très, très intéressant. L'épisode prochain, ça s'appelle Mettre le français en pause. Je te remercie et je te dis à la prochaine fois, Lydia. merci à toi, Stacy. Merci beaucoup. À bientôt. As we come to the end of this episode, let's take a moment to reflect on something Lydia shared. Her beautiful metaphor about French being like an apple. Imagine for a moment that your target language is a fruit. Is it an apple or something else entirely? Perhaps a juicy mango, a mysterious pomegranate, or even a tangy lemon. Picture it clearly. How does it taste? Sweet, sour, or something in between? What does it look like? Bright and inviting, or complex and layered? How does it feel? Smooth and easy to hold, or maybe challenging to open? This is more than just a fun thought experiment. It's an invitation to reflect on how you feel about the languages you're learning and how they have shaped your perspective. Also, Lydia's story reminds us that our connection to language is deeply tied to the people, places, and emotions we experience along the way. For Lydia, French brought mixed feelings, challenging moments like speaking in that church, but also pride, support, and appreciation from others. Romanian, on the other hand, had its own distinct flavor, shaped by different
much less positive experiences. And you? What about you? How have the cultures connected to your target language influenced your perception of it? What memories, both joyful and challenging, have stayed with you? And how do the people in your life, teachers, friends, strangers, shape your journey? Take some time after this episode to reflect. What does your language taste like to you? What drives you to keep learning? How can you use your feelings toward your language, whether they're sweet, sour, or bittersweet, as a source of connection, pride, and growth? Today, we have learned about some reasons why Lydia has developed such a deep love for French. Later in her life, she put her relationship with French on hold. If she loved the language so much, how did that happen? That is a story for our next episode with Lydia, so stay tuned. Until then, I encourage you to savor the flavor of the language you're learning. Let it deepen your connection to the cultures and experiences tied to it, and perhaps change the way you see the world and yourself. If you enjoyed this episode, please subscribe, share, and join us next time for more stories that reveal the beauty and power of language. Until then, keep exploring.